Ceci est une histoire vraie, une histoire qui pourrait être la vôtre, celle de votre voisine, ou celle d'une amie chère que vous n'avez pas vue depuis longtemps. C'est le récit d'une trahison si intime, si charnelle, qu'elle dépasse l'entendement. Car, mesdames et messieurs, il n'est pas de douleur plus vive que celle infligée par la chair de sa chair. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment l'amour inconditionnel d'une mère a été transformé en une arme mortelle par celui-là même qu'elle avait bercé. Installez-vous, bien fermez les portes, et écoutez le bruit sourd de la justice qui se met en marche. Le piège de velours. Nous sommes à Paris, au cœur de l'île de la Cité, dans l'enceinte solennelle et glaciale du palais de justice. Il est 14h30, un mardi de novembre pluvieux. La lumière grise de l'automne peine à traverser les hautes fenêtres crasseuses de la salle d'audience correctionnelle. L'atmosphère y est lourde, saturée d'une odeur de poussière ancienne et de cire encaustique, cette odeur si particulière des lieux où se jouent les destins brisés. Sur les bancs, le public est clairsemé, quelques étudiants en droit, quelques retraités habitués des chroniques judiciaires venus chercher ici le frisson du malheur des autres. Mais au premier rang, une femme attire tous les regards. Elle est petite voûtée. Ses cheveux blancs sont tirés en un chignon strict qui menace de se défaire. Elle s'appelle Hélène Rousseau. Elle a 68 ans, mais en paraît 10 de plus ce jour-là. Ses mains, déformées par des années de travail dans les vignes, triturent nerveusement le bois de la barre des témoins. Face à elle, assis avec une désinvolture qui frise l'insolence, se trouve un homme d'une quarantaine d'années. Costume bleu nuit coupé sur mesure, chemise blanche immaculée, visage lisse rasé de près. Il ne regarde pas cette femme. Il consulte ses ongles, jette un coup d'œil à sa montre de luxe, échange des sourires entendus avec son avocat, un ténor du barreau aux honoraires exorbitants. Cet homme, c'est Marc. C'est son fils, son unique enfant, celui pour qui elle aurait donné sa vie et qui aujourd'hui est assis sur le banc des prévenus, ou plutôt, devrais-je dire, sur le banc des accusateurs, car dans cette étrange procédure qui s'ouvre, les rôles semblent inversés. La tension est palpable, électrique. On sent que l'orage va éclater, que le vernis des convenances familiales est sur le point de craquer. Soudain, la voix du juge, sèche et métallique, brise le silence. « Madame Rousseau, confirmez-vous avoir signé cet acte de donation, en pleine possession de vos moyens ?» Hélène lève les yeux. Son regard d'ordinaire si doux, si résigné, s'enflamme brusquement. Elle tremble non pas de peur, mais d'une rage contenue depuis trop longtemps. Elle frappe du poing sur la barre, un bruit sourd qui résonne comme un coup de tonnerre dans la salle feutrée. « Jamais !» hurle-t-elle, sa voix se brisant dans un sanglot de colère pure. « C'est l'argent de mon labeur, c'est la sueur de son père. Je n'ai jamais voulu ça. Il m'a volé, mon propre fils m'a volé. » L'assistance retient son souffle. C'est alors que l'avocat de Marc se lève avec la lenteur calculée d'un prédateur. Il s'approche tenant un document entre deux doigts, comme s'il tenait une preuve irréfutable, une arme fatale. « Madame, dit-il d'une voix mielleuse, voici l'acte notarié. Il porte votre signature. Elle est là, authentifiée. Vous avez donné vos biens. Vous ne pouvez pas revenir sur la générosité d'une mère, n'est-ce pas? » Hélène fixe le papier. Les lignes dansent devant ses yeux. Le visage de son fils, impassible, cruellement indifférent, se met à tourner. Le bruit de son propre cœur couvre les murmures de la salle. Ses jambes se dérobent. Dans un froissement de tissu et un bruit mat, Hélène Rousseau s'effondre sur le parquet du tribunal. Le noir complet. Comment en est-on arrivé là? Comment une mère et son fils ont-ils pu finir ainsi ennemis jurés dans le prétoire? Pour le comprendre, il nous faut remonter le temps. Il nous faut quitter la grisaille parisienne pour la lumière dorée du Bordelais. Revenons 3 ans en arrière. Hélène Rousseau n'est pas une femme du monde. C'est une femme de la terre. Elle vit à quelques kilomètres de Saint-Émilion dans une ferme en pierre de taille solide, carrée honnête, entourée de 12 hectares de vignes. Cette propriété, le Clos des Alouettes, c'est l'œuvre d'une vie.
Avec Jean, son mari décédé 5 ans plus tôt d'une crise cardiaque foudroyante, au milieu des rangs de merlots, ils ont tout construit. Ils ont acheté les parcelles une par une, s'endettant, se privant de vacances, de restaurants, de confort moderne. Hélène connaît chaque pied de vigne. Elle a taillé, relevé, vendangé sous le soleil de plomb et sous la pluie glaciale de novembre. Ses mains racontent cette histoire. Elles sont rugueuses, marquées, mais elles ont la noblesse de ceux qui nourrissent le monde. Depuis la mort de Jean, Hélène est seule. Certes, elle a des moyens. La vente du vin, les bonnes années, a permis de mettre de côté un patrimoine conséquent. La maison vaut cher, les terres encore plus. Mais à quoi sert l'argent quand le silence remplit les pièces le soir venu? Hélène dîne seule dans la grande cuisine, face à la chaise vide de Jean, avec pour seule compagnie le tic-tac monotone de la vieille horloge comtoise et la voix du présentateur du journal télévisé. Elle est riche en terre, mais pauvre en affection. Sa seule fierté, sa seule lumière, c'est Marc. Ah, Marc, l'enfant prodige. L'enfant qui n'a jamais voulu mettre les bottes dans la boue. Très tôt, Marc a rejeté la terre. Trop sale, trop dure, pas assez rentable, disait-il adolescent. Il voulait la ville, les lumières, l'argent facile. Hélène et Jean, avec cet amour aveugle des parents modestes qui veulent le meilleur pour leur progéniture, l'ont poussé. Ils ont payé les grandes écoles de commerce à Paris. Ils ont saigné le budget familial pour lui payer un studio dans le 15e arrondissement des costumes des sorties. Et Marc a réussi. Du moins, c'est ce qu'il laissait paraître. Il est devenu consultant financier à La Défense. Pour Hélène, c'est un titre abstrait un peu magique. Elle imagine son fils brassant des millions, conseillant des ministres, vivant une vie de prince. Elle ne se doute pas une seconde de la réalité, car la réalité de Marc est bien moins reluisante. Derrière la façade du cadre dynamique, derrière la voiture de fonction et l'appartement à Neuilly, se cache un gouffre. Marc est un joueur. Pas au casino, non, c'est trop vieux jeu. Marc joue avec des produits financiers complexes, des crypto-monnaies volatiles, des paris boursiers insensés. Il est accro à l'adrénaline du risque. Et comme tous les joueurs, il perd. Il perd beaucoup. Au moment où notre histoire commence, Marc est au bord de la faillite personnelle. Il doit près de 300 000 € à des créanciers peu recommandables et à des banques qui menacent de saisir ses biens. Sa femme Sophie, une femme élégante mais froide, habituée au luxe, lui a posé un ultimatum « Trouve l'argent ou je pars avec les enfants ». C'est dans ce contexte de désespoir financier que germe dans l'esprit de Marc une idée monstrueuse. Une idée qui ne devrait jamais traverser l'esprit d'un fils. Il pense à sa mère. Il ne pense pas à elle avec tendresse, non. Il pense à elle comme on pense à un actif, à une ligne comptable, à un coffre-fort dont il faut trouver la combinaison. Il pense au Clos des Alouettes. La propriété est estimée à plus d'1 million d'euros. Hélène est assise sur une mine d'or, et selon Marc, elle gâche ce capital en vivant simplement en tricotant devant la télévision. Il se dit qu'il doit libérer cet argent. Pour son bien à lui, bien sûr, mais il se persuade très vite que c'est aussi pour le bien de sa mère. C'est le propre des manipulateurs, ils finissent par croire à leurs propres mensonges pour justifier l'injustifiable. Le plan se met en place un dimanche de Pâques. Marc et Sophie descendent dans le Bordelais avec les petits-enfants. Hélène est aux anges. Elle a passé 3 jours à cuisiner gigot d'agneau de 7 heures, gratin dauphinois, tarte aux fraises du jardin. La maison sent la cire et le beurre chaud. Quand la berline allemande noire de Marc se gare dans la cour gravillonnée, le cœur d'Hélène bondit. Elle essuie ses mains sur son tablier et court presque pour les embrasser. Elle ne voit pas les regards en coin que s'échangent Marc et Sophie. Elle ne voit pas l'évaluation froide qu'ils font de la maison, notant mentalement les réparations à faire pour une vente future. Elle ne voit que son fils chéri. Le déjeuner se passe bien arrosé d'un vieux millésime que Jean avait mis de côté pour les grandes occasions. Au moment du café, alors que les enfants jouent pouce dehors, l'ambiance change subtilement. Marc prend la main de sa mère. Sa paume est moite. Il adopte une voix grave inquiète.
Maman, on s'inquiète pour toi, commence-t-il. Cette maison, c'est trop grand. L'entretien, les impôts et ta santé. Si tu tombes dans l'escalier, tu es isolée ici. Hélène tente de protester, affirme qu'elle est en pleine forme, que ses voisines veillent. Mais Sophie renchérit. Hélène, soyez raisonnable. On a vu des cas, des gens qui finissent seuls, découverts des jours après. On ne veut pas ça pour vous. On vous aime trop. Le mot magique est lâché. On vous aime. C'est la clé qui ouvre toutes les serrures du cœur d'une mère. Puis Marc déploie l'artillerie lourde, la peur fiscale. Et puis maman, il y a l'État. Tu sais combien ils vont te prendre si tu ne prépares rien. Les droits de succession vont engloutir tout ce que papa a construit. Tu veux que l'État prenne la moitié du travail de papa. Hélène blêmit. La haine de l'impôt confiscatoire est ancrée dans l'ADN rural. L'idée que le travail de Jean serve à engraisser le trésor public lui est insupportable. « Qu'est-ce qu'il faut faire alors ?» demande-t-elle anxieuse. Marc sourit intérieurement. Le poisson a mordu. « J'ai une solution, maman. Une solution d'expert. On va monter une SCI, une société civile immobilière. On vend la ferme, on achète un grand appartement à Paris, près de chez nous. On vivra ensemble ou presque. Tu auras ton indépendance, mais nous serons là pour toi. Et fiscalement, c'est invisible. Tu gardes l'usufruit, je prends la nue propriété, mais c'est toi qui commandes. C'est juste un montage technique pour protéger la famille. Hélène est perdue dans les termes techniques usufruit nu, propriété, part sociale. Mais elle retient l'essentiel, près de chez nous, protéger la famille. Elle imagine déjà les mercredis avec ses petits-enfants, les dimanches en famille, la sécurité d'une présence. Elle regarde son fils, ses yeux brillants de confiance. « Si tu penses que c'est le mieux, mon chéri, » murmure-t-elle. « Les mois qui suivent sont un tourbillon déchirant. Il faut vider la maison. 30 ans de vie à mettre en carton. Chaque objet est un souvenir, chaque meuble a une histoire. » Marc est pressé. « Jette ça, maman, c'est vieux, ça ne rentrera pas dans le nouvel appartement. C'est démodé. » Il fait venir des brocanteurs qui emportent pour une bouchée de pain les armoires normandes et les buffets Henri II. Hélène pleure en cachette la nuit en caressant les murs de sa chambre. Elle a l'impression de trahir Jean. Mais Marc l'appelle tous les jours. « C'est pour ton bien, maman. Tu vas voir, ta nouvelle vie va être magnifique. C'est le piège de velours qui se referme. Doux, confortable, mais implacable. Le jour du départ est gris. » Hélène ferme les volets verts du clos des Alouettes pour la dernière fois. Elle laisse les clés à l'agence immobilière choisie par Marc. Elle monte dans le train pour Paris avec 2 valises et son sac à main. Elle laisse derrière elle ses racines, ses amis, ses repères. Elle arrive à la gare Montparnasse, perdue dans la foule, le bruit, l'agression permanente de la capitale. Marc est là, mais il ne l'embrasse pas. Il prend les valises, l'air pressé, le téléphone collé à l'oreille. « Dépêche-toi, maman, on a rendez-vous chez le notaire à 16h. C'est urgent pour bloquer l'appartement. » Pas de temps pour se poser, pas de temps pour respirer. L'étude du notaire se trouve dans les beaux quartiers avenue Victor Hugo. Un immeuble haussmannien, une plaque en laiton poli, un ascenseur capitonné. Maître Valéry le notaire est un homme rondouillard aux lunettes épaisses qui transpire l'importance et l'autorité. Ce qu'Hélène ignore, c'est que Maître Valéry est une vieille connaissance de Marc, un homme qui aime un peu trop les commissions occultes et qui ne pose pas trop de questions tant que les honoraires sont payés. Dans le bureau feutré aux boiseries sombres, Hélène se sent toute petite. Marc s'assoit à côté d'elle, une main protectrice sur son épaule, une main qui pèse lourd, qui la cloue sur sa chaise. « Alors, chère Madame Rousseau, » commence le notaire en déployant une liasse de documents incompréhensibles. « Nous allons régulariser la situation. Comme convenu avec votre fils pour l'acquisition du bien immobilier rue de la Pompe et la gestion de votre patrimoine, il nous faut quelques signatures. » Il parle vite, très vite. Il noie Hélène sous un déluge de jargon juridique, démembrement, clause de tontine, donation, partage, mandat de protection future. Hélène essaie de lire, mais elle a oublié ses lunettes de lecture dans son sac resté dans l'entrée.
Elle plisse les yeux. Je peux lire tranquillement, demande-t-elle timidement. Marc intervient immédiatement, d'un ton qui se veut rassurant, mais qui cache une pointe d'agacement. Maman, enfin, ne fait pas perdre son temps à maître Valérie. Je t'ai tout expliqué hier. C'est exactement ce qu'on a dit. C'est pour que tu sois chez toi en sécurité. Tu me fais confiance, non? Cette question. L'arme absolue. Tu me fais confiance. Répondre non, c'est insulter son fils. C'est rompre le lien. Hélène, épuisée par le voyage, intimidée par le lieu coupable de douter, cède. Bien sûr que je te fais confiance, mon fils. Le notaire tend un stylo Montblanc, lourd et froid. Ici, madame. Et là. Et paraphez chaque page ici, en bas à droite. Hélène signe. Elle signe la vente définitive de sa ferme pour un prix inférieur au marché, la différence allant par un montage opaque combler les dettes de Marc. Mais surtout, et c'est là le crime, elle ne signe pas pour une SCI où elle serait gérante. Elle signe une donation entre vifs de la totalité de ses liquidités présentes et futures et un mandat donnant procuration totale à son fils sur tous ses comptes bancaires. Sans le savoir, en apposant Hélène Vivet-Rousseau au bas de la page, elle vient de se dépouiller de tout. Elle vient de se livrer pieds et poings liés. Elle n'est plus une femme libre et riche. Elle est devenue une indigante à la charge de son fils. La nouvelle vie commence. L'appartement de la rue de la Pompe est vaste, certes, mais froid. Moderne, impersonnel. Hélène a une chambre au fond du couloir, près de la cuisine. Elle pensait avoir son propre appartement, comme promis. « C'est temporaire, maman, » dit Marc. « Les travaux dans l'autre appartement ont pris du retard. » Mensonge. Il n'y a pas d'autre appartement. L'argent de la vente de la ferme a déjà été englouti pour payer les créanciers de Marc et pour financer son train de vie. Les 450 000 € ont disparu dans les paradis fiscaux et les plateformes de crypto-monnaie en quelques clics. Très vite, le piège se referme physiquement. Au début, ce sont des petites remarques. « Maman, tu laisses traîner tes affaires. »« Maman, ne touche pas à ça, c'est fragile. » Puis, l'isolement s'organise. Marc résilie l'abonnement téléphonique d'Hélène. « Ça ne sert à rien, tu as le fixe ici. » Mais le fixe est un téléphone sans fil que Sophie garde toujours avec elle. Quand Hélène veut sortir se promener, Sophie lui dit « Oh non, Hélène, le quartier est dangereux pour une dame de votre âge, il y a eu des agressions. Restez ici, c'est plus sûr. » Hélène devient prisonnière. Elle regarde par la fenêtre les toits de Paris, cette ville grise qui l'écrase. Elle pense à ses vignes au vent dans les feuilles. Elle pleure en silence. Puis vient la violence psychologique, le gaslighting, comme on dit aujourd'hui. Marc commence à insinuer qu'elle perd la tête. « Maman, tu as encore oublié d'éteindre la lumière. Tu deviens sénile. »« Je t'ai déjà dit ça hier, tu ne t'en souviens pas, ça m'inquiète. » Il le répète devant les enfants, devant Sophie. À force de l'entendre, Hélène finit par douter d'elle-même. Est-ce qu'elle perd la mémoire? Est-ce qu'elle est un fardeau? Elle se fait toute petite. Elle mange moins. Elle ne sort plus de sa chambre. Elle devient l'ombre d'elle-même. 6 mois passent. 6 mois d'enfer feutré. Un jour, Marc rentre plutôt furieux. Il a encore perdu de l'argent. Il entre dans la chambre de sa mère sans frapper. « J'ai besoin que tu signes ça. C'est pour la sécurité sociale. » Il lui tend un papier. Hélène, cette fois, a ses lunettes. Elle lit. C'est une demande de placement en EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Un mouroir de luxe en banlieue. Elle comprend tout. Elle comprend qu'elle n'est plus qu'un objet encombrant dont on veut se débarrasser après l'avoir vidé de sa substance. « Non, dit-elle, une voix faible mais ferme. Je ne signerai pas. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer au clos. » Marc explose. Le masque tombe. Son visage se tord de haine. « Ton clos! Mais il est vendu, pauvre folle. Il est vendu depuis 6 mois. Il n'y a plus rien à toi. Tu n'as plus un centime. Tout est à moi. Tu vis chez moi par charité. Alors tu signes ou je te fais interner de force pour démence. » La révélation la frappe comme un coup de poing en plein visage. Vendue. Tout est fini. Elle est ruinée, sans toit, trahie par son sang.
Marc sort en claquant la porte, la laissant tétanisée. Il la croit brisée, il la croit finie, il a tort. Il a oublié une chose. Hélène est une femme de la terre. Et la terre, on peut la piétiner, elle finit toujours par faire repousser quelque chose. Dans ce désespoir absolu, une étincelle de survie s'allume. Elle se souvient. Dans la poche d'un vieux manteau d'hiver qu'elle a emporté et qui pend dans la penderie, il y a peut-être quelque chose. Un vieux téléphone portable, un modèle à clapper, au cas où qu'elle gardait pour les urgences dans les vignes. Elle se lève les jambes tremblantes. Elle fouille les poches. Ses doigts rencontrent le plastique froid. Elle le sort. Il est déchargé. Non, elle l'avait éteint. Elle appuie sur le bouton. L'écran s'allume, une petite lueur verte dans la pénombre de la chambre. Une barre de batterie, une seule. Qui appelée, elle, ne connaît pas les numéros par cœur, sa mémoire est dans son répertoire papier resté dans le salon. Sauf un numéro gravé dans sa tête depuis l'enfance, celui de Martine. Martine, son amie d'école primaire, celle avec qui elle a fait les 400 coups. Martine qui, contrairement à elle, a fait des études de droit et a été greffière au tribunal de Bordeaux pendant 40 ans. Martine la justicière. Hélène compose le numéro les doigts tremblants. Ça sonne. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allô? La voix est rugueuse, familière. Martine, c'est Hélène. Aide-moi, chuchote-t-elle. Elle raconte tout en vrac, les larmes coulant sur ses joues, la peur que Marc revienne. Elle parle de la vente de la signature de la prison dorée. À l'autre bout du fil, le silence de Martine est terrifiant, puis sa voix change. Elle devient tranchante, professionnelle. Ne bouge pas, Hélène. Ne signe rien. Ne mange rien qu'il te donne si tu as un doute. Je monte à Paris. Je prends le premier train. Et je ne viens pas seule. Je viens avec mon neveu, il est avocat pénaliste. On va les écraser. La machine de guerre est lancée. Martine arrive le lendemain. Elle ne sonne pas à la porte gentiment. Elle débarque avec un huissier de justice pour constater la séquestration. Marc, pris de court, tente de jouer le fils éploré face à l'abus de faiblesse, mais Martine connaît la musique. Elle a les enregistrements des appels, elle a les témoignages des voisins de Bordeaux qui confirment qu'Hélène ne voulait pas vendre. Le château de cartes de Marc commence à vaciller. Une plainte est déposée pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables, escroquerie et séquestration. L'enquête est rapide. Les comptes de Marc sont épluchés. La police découvre les dettes de jeu, les virements suspects vers des comptes offshore, le lendemain de la signature chez le notaire. Le notaire, maître Valéry, est lui aussi placé en garde à vue. Il craque rapidement et avoue avoir omis de lire certaines clauses à voix haute contre une enveloppe bien garnie. Nous voilà donc revenus à ce jour au tribunal. Hélène vient de s'évanouir. Les pompiers interviennent. L'audience est suspendue. Mais quand elle reprend 2 heures plus tard, Hélène est là. Elle est pâle, assise sur une chaise, mais elle est là. Elle veut voir. Elle veut entendre la justice passer. Le procureur est impitoyable. Il décrit Marc comme un parricide financier, un homme qui a tué socialement sa mère pour assouvir ses vices. Il requiert 5 ans de prison ferme et l'annulation pure et simple de tous les actes notariés. Le jugement tombe 3 semaines plus tard. C'est un séisme. Marc est condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes. Il est immédiatement incarcéré. La donation est annulée pour ingratitude, une clause rare mais puissante du Code civil français. La vente de la ferme, hélas, ne peut être annulée, car les acheteurs étaient de bonne foi, mais Marc est condamné à rembourser l'intégralité de la somme à sa mère plus des dommages et intérêts colossaux. Comme il est insolvable, c'est l'assurance du notaire véreux, lui aussi condamné et radié, qui paiera. Hélène a récupéré son patrimoine, ou du moins son équivalent en argent. Elle a acheté une petite maison non loin de Bordeaux avec un jardin. Elle a retrouvé Martine. Elles boivent le thé ensemble en regardant les vignes des autres. Mais Hélène a perdu son fils. Elle ne va pas le voir au parloir. Elle ne répond pas à ses lettres. Quelque chose s'est brisé qui ne se réparera jamais.
Elle est riche à nouveau, mais d'une richesse amère. Parfois, le soir, elle regarde la photo de Marc enfant, ce petit garçon blond qui lui souriait avec innocence. Et elle se demande, comme nous tous, à quel moment l'argent a-t-il remplacé le sang? À quel moment l'avidité a-t-elle dévoré l'amour? Mesdames et messieurs, cette histoire doit nous servir de leçon. Protégez-vous. Ne signez jamais rien sans comprendre. Ne laissez jamais l'affectif brouiller votre jugement quand il s'agit de votre survie. Et vous qui m'écoutez, regardez autour de vous. Si vous voyez une voisine qui ne sort plus un ami qui semble sous emprise, ne détournez pas le regard. Parfois, un simple coup de fil peut sauver une vie. Dites-moi en commentaire, auriez-vous pardonné à la place d'Hélène? Ou pensez-vous que certains actes sont impardonnables, même venant de son propre enfant? Je lirai vos réponses avec attention. Prenez soin de vous et surtout prenez soin des vôtres, mais gardez les yeux ouverts.